Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la suite et la fin de James et la grosse pêche. J'ai eu un gros bug là. Donc la suite et la fin du livre de Roald Dahl, James et la grosse pêche. Donc dans le dernier chapitre, on s'était arrêté lorsque la pêche géante arrivait en Amérique. Et tous les habitants étaient paniqués, le président avait été alerté, et tout le monde s'attendait, enfin croyait voir une bombe dans le ciel. Donc que va-t-il se passer? Bon, on va le savoir tout de suite. Chapitre 34. Vas-y, Mille-Pattes, coupe-nous le fil, ordonna James. Et le Mille-Pattes prit entre ses mandibules l'un des fils de soie et le mordit de toutes ses forces. Et aussitôt, une mouette se détacha du peloton et disparut dans le ciel. Mais celle-ci n'emportait pas le moindre nuage joint en furie. Coupe-en un autre, ordonna James. Et le Mille-Pattes coupa un autre fil. Est-ce que nous descendons? On le dirait. Mais non, n'oubliez pas que la pêche est bien plus légère maintenant qu'au départ, dit James. Elle a perdu pas mal de jus au moment du bombardement. Vas-y, Mille-Pattes, coupe-en d'autres. C'est mieux. Ça y est. Cette fois-ci, nous descendons vraiment. Oui, c'est parfait. Arrête, Mille-Pattes. Il ne faut pas que la descente soit trop brusque. Vas-y doucement. Lentement, la grosse pêche se mit à descendre à la rencontre des gratte-ciel et des rues de la grande cité. Croyez-vous que nous aurons notre photo dans les journaux? Demanda la coccinelle. Mon Dieu, et moi qui ai oublié de cirer mes bottines, s'écria le mille-pattes. Vite, aidez-moi. Il faut qu'elle brille au moment de l'atterrissage. Zut, dit le ver de terre. Ne peux-tu pas penser à autre chose? Mais il ne devait jamais terminer sa phrase, car soudain, dans un bruit de tonnerre, un puissant avion à 4 moteurs surgit d'un nuage et passa au-dessus d'eux, à 10 mètres à peine de leur tête. C'était le courrier du matin, en provenance de Chicago. En passant, il trancha tous les fils de soie en même temps. Toutes les mouettes s'envolèrent et la pêche, que plus rien ne retenait, se mit à tomber comme une masse de plomb. Au secours! Cria le mille-pattes. Sauvez-nous! Glapit l'araignée. Nous sommes perdus, dit la coccinelle. C'est fini! Hurla le vieux grillon des champs. James! Cria le ver de terre. Fais quelque chose! Vite! Sauve-nous! Impossible! Répondit James. C'est sans espoir, je suis désolé. Adieu! Fermez les yeux, ce ne sera pas long. Et la pêche continua de dégringoler. Pardon, chapitre 35. Et la pêche continua de dégringoler. Les passagers s'accrochaient désespérément à la tige pour ne pas être projetés dans l'espace. Dans sa chute accélérée, elle approchait de plus en plus des toits et des rues, où dans un instant, elle allait fatalement s'écraser et éclater en 1000 morceaux. Et tout le long de la 5e avenue, de Madison Avenue et de toutes les autres rues de la grande ville, les gens qui n'avaient pas encore gagné les bouches de métro levèrent les yeux au ciel et la virent qui descendait à toute allure. Frappés de stupeur, ils crurent que la plus énorme de toutes les bombes était en train de tomber du ciel pour s'écraser sur leur tête. Quelques femmes éclatèrent en sanglots. D'autres se mirent à genoux sur le trottoir pour prier tout haut. Des hommes échangèrent des regards ahuris et des propos comme cette fois-ci, c'est la fin, Joe. Et adieu, adieu tout le monde. Et pendant 30 secondes, toute la ville, le souffle coupé, attendit la fin du monde. Chapitre 36. Adieu, coccinelle, dit James dans un souffle, cramponnant la tige de la pêche qui tombait, qui tombait. Adieu, mille-pattes. Adieu, tout le monde. Encore quelques secondes, et ils allaient s'écraser sur le gratte-ciel qui se dressait comme des bras tendus. La plupart d'entre eux avaient le toit plat, mais le plus haut de tous se terminait en pointe, une longue pointe aiguë, comme une gigantesque épingle enfoncée dans le ciel. Et c'est précisément sur la pointe de cette épingle que devait tomber la pêche. Le sirop gicla. La pointe pénétra profondément dans la pêche, et soudain, oh, la glorieuse image! On put voir la pêche géante perchée au pinacle de l'Empire State Building. Et il y a de jolies images. Là, on voit l'Empire State Building et la pêche plantée sur la pointe. Quel spectacle fascinant! Au bout de 2 ou 3 minutes, les passants comprirent que ce ne pouvait pas être une bombe, et sortirent par milliers des bouches de métro, des yeux levés au ciel. Les rues tout autour, de plus en de... Les rues tout autour,
du plus haut gratte-ciel de New York, était noir d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors quelqu'un laissa entendre qu'il y avait des êtres vivants sur la grosse boule dorée, et aussitôt tout le monde se mit à pousser des hurlements. Une soucoupe volante! Ils viennent d'une autre planète. Ce sont des Martiens, ou peut-être des habitants de la Lune. Un passant, muni d'une paire de jumelles, s'écria. Ils m'ont l'air drôlement bizarres, les cocos. Les cars de police et les sapeurs-pompiers arrivèrent de tous les coins de la ville pour s'arrêter à proximité de l'Empire State Building. 200 sapeurs, 200 sapeurs-pompiers et 600 agents de police s'engouffrèrent dans l'ascenseur qui les conduisit au dernier étage. Ils envahirent la plateforme réservée habituellement aux touristes. Tous les agents de police avaient les doigts sur la détente de leurs mitraillettes. Les pompiers empoignèrent leurs lances. Mais comme ils se tenaient tous à l'ombre de la pêche, il leur était difficile d'apercevoir les passagers. Hé là-haut! Hurla le chef de la police. Sortez pour qu'on vous voie. Soudain, la grosse tête noire du mille-pattes apparut au rebord de la pêche. Avec ses yeux noirs, ronds comme des billes, sa bouche se fendit et sourit de toutes ses mandibules. Comme il était d'une laideur monstrueuse, les agents de police et les pompiers se mirent à hurler en chœur. Prenez garde, crièrent-ils, c'est un dragon. Mais non, ce n'est pas un dragon, c'est un wampum. C'est une gorgone, c'est un serpent de mer, c'est un lunosaure, c'est un manticore. 3 pompiers et 5 policiers s'évanouirent. On les emporta. C'est... Pardon, ça me fait rire en fait. C'est une joueur-bosse, cria le chef de police. C'est une autruche, hurla le chef des sapeurs-pompiers. Visiblement flatté, le mille-pattes souriait toujours à belles dents. Écoutez-moi, cria le chef de police, les mains en porte-voix. Il faut que je sache d'où vous venez. Nous venons de loin, répondit le mille-pattes en découvrant ses dents noires. Nous avons parcouru des milliers de kilomètres. Je vous l'ai bien dit, s'écria triomphalement le chef de police. Ce sont des Martiens. Ça ne fait aucun doute, dit le chef des sapeurs-pompiers. À cet instant, la grosse tête verte du grillon des champs apparut aux côtés de celle du mille-pattes. Il y eut six nouveaux évanouissements. Ça, c'est un griffon, hurla le chef des sapeurs-pompiers, j'en suis sûr. Vous voulez dire un basilic? Claironna le chef de la police. Reculez un peu, les gars, il peut nous sauter dessus à chaque instant. Qu'est-ce qu'il raconte? Demanda le vieux grillon des champs aux mille pattes. Aucune idée, répondit le mille-pattes. Mais ils ont l'air plutôt embêtés. Puis ce fut le tour de mademoiselle l'araignée d'avancer sa sinistre face noire. Aux yeux d'un non-initié, c'était elle la plus terrifiante de tous. Seigneur, hurla le chef des sapeurs-pompiers, nous sommes finis. C'est un scorpion géant. Si ce n'était que ça, cria le chef de la police, c'est une tarentule vermicieuse. Voyez sa face macabre. Une de celles qui avalent des hommes adultes une de celles qui avalent des hommes adultes pour leur goûter demanda blanc comme un linge le chef des sapeurs-pompiers. Je le crains, répondit le chef de la police. Messieurs, ne pourriez-vous pas m'aider à descendre cria alors mademoiselle l'araignée. J'ai le vertige. C'est sûrement un piège, dit le chef des sapeurs-pompiers. Que personne ne bouge. Ils ont sûrement des armes spatiales, grommela le chef de la police. Il faudrait entreprendre quelque chose, s'affola le chef des sapeurs-pompiers. Dans la rue, la foule attend. Il ne faut pas la décevoir. Pourquoi ne montez-vous pas, dit le chef de la police. Je resterai ici pour vous tenir l'échelle. Allez voir ce qui se passe là-haut. Merci beaucoup, fit le chef des sapeurs-pompiers. Bientôt, 7 énormes têtes, plus biscornues les unes que les autres, se penchaient par-dessus le rebord de la pêche. La tête du mille-pattes, la tête du vieux des champs, celle de l'araignée, celle du ver de terre, celle de la coccinelle, sans oublier les têtes du ver à soie et du ver luisant. Les représentants de l'ordre public en étaient médusés. Mais soudain, la panique fit place à la stupeur. Tout le monde eut le souffle coupé en voyant apparaître aux côtés de toutes ces créatures, plus ou moins monstrueuses, un petit garçon aux cheveux ébouriffés. Bonjour tout le monde, dit en riant le petit garçon. Les représentants de l'ordre n'en croyaient pas leurs yeux. Tiens, 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 dit le chef des sapeurs-pompiers en devenant rouge comme une écrevisse. On dirait un petit garçon. N'ayez pas peur, cria James. Nous sommes heureux d'être ici. Et tes amis demanda le chef de police. Ne sont-ils pas dangereux? Pas le moins du monde, répondit James. Ils sont plus gentils les uns que les autres. Permettez-moi de faire les présentations. Puis vous serez tout à fait rassurés. Voici mon ami le mille-pattes. Que ses airs ne vous trompent pas. Il est toujours d'humeur facile. Si doux que la reine d'Espagne l'a fait venir à la cour pour chanter des berceuses aux enfants royaux. Rien d'étonnant, dit un pompier, à ce que l'Espagne n'ait plus de roi.
Voici mon ami le ver de terre, c'est lui le roi des jardiniers. Il creuse des souterrains incomparables. C'est un travailleur acharné et imbattable. Le ver de terre bomba le ventre et mademoiselle l'araignée applaudit à tout rompre. Mon ami le rayon des champs manie l'archer comme un grand, comme le plus grand des violonistes. Qu'elle soit gaie, qu'elle soit triste, écoutez messieurs sa romance. Je vous montre un petit peu les dessins. Donc toutes ces paroles ont été écrites en chanson. Vous en aurez les larmes aux yeux, et le chef des flics de constater, il est sûrement pas dangereux. Voici notre bon ver luisant, si génial et si pratique. Collez-le au plafond ou dans n'importe quel coin. Si vous êtes en panne d'électricité ou si vous aimez la simplicité, les pom- ou si vous aimez la simplicité. Les policiers crièrent en chœur. Il lui fait de la publicité. Et voici mademoiselle l'araignée, une vraie usine à ficelles, douce comme une gazelle, timide et farouche. Elle n'a jamais fait de mal à une mouche. Et si ses regards vous font peur, dites-vous bien qu'elle porte bonheur. L'assistance approuvant en chœur. Voici ma belle coccinelle, si charmante et si fidèle. Elle a oublié chez elle ses 1400 enfants. Mais la prochaine pêche, disponible, les amènera si possible. Les pompiers crièrent, elle est irrésistible. Encore d'autres dessins. Voici notre ver à soie, incomparable lui aussi, de Tombouctou à Tahiti. Il habille nos oncles, nos tantes, de soie fine et chatoyante. La reine d'Angleterre lui doit sa robe de mariée, et votre président, dit-on, son plus beau complet veston. Les flics crièrent. Pourquoi attendre? Vite, vite, faites-les descendre. Chapitre 38. 5 minutes plus tard, ils avaient quitté le sommet de la pêche. Tous étaient sains et saufs, et James raconta avec passion son histoire à un groupe de hauts fonctionnaires suffoqués. À présent, ils étaient tous des héros. On les escorta jusqu'aux marches de l'hôtel de ville, et le maire de New York prononça un discours de bienvenue. Pendant ce temps, 100 réparateurs de clochers munis de cordes, d'échelles et de poulies firent l'ascension de l'Empire State Building, libérèrent la pêche géante et la firent descendre à terre. Alors le maire s'écria. Nous allons organiser une parade en l'honneur de nos merveilleux invités. On forma un grand cortège. Dans la voiture de tête, une énorme limousine découverte, on pouvait voir James entouré de tous ses amis. Puis vint la pêche géante elle-même. À l'aide de toutes sortes de crues et de crémaillères, on l'avait hissée sur un très grand camion. Elle y trônait dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Bien sûr, elle avait un trou tout au fond, dû à la pointe du plus haut gratte-ciel de New York. Mais personne ne s'en souciait, ni de ce trou, ni du ruisseau de jus de pêche qui en coulait et qui commençait à inonder les rues. La pêche était suivie de la limousine du maire, tout éclaboussée de jus de pêche. Et à la limousine du maire succédait une vingtaine d'autres limousines transportant les gens d'importance. Une foule, une foule surexcitée bordait les trottoirs. Les fenêtres des gratte-ciel étaient pleines de gens qui hurlaient de joie et qui applaudissaient très fort en lançant des serpentins et des confettis. James et ses amis, debout dans leur voiture, les saluaient au passage. Puis il arrivait une chose plutôt bizarre. Le cortège remontait lentement la 5e avenue lorsque soudain, une petite fille en robe rouge se détacha de la foule et cria. Oh, James, James, est-ce que je peux manger un tout petit bout, rien qu'un tout petit bout de ta pêche merveilleuse? Serre-toi, répondit James, mange-en tant que tu voudras. Il faudra bien en finir un jour. À peine avait-il dit ces mots qu'une cinquantaine d'enfants prirent d'assaut le cortège. Et nous, est-ce que nous pouvons en manger aussi? Naturellement, répondit James, la pêche est à tout le monde. Les enfants bondirent sur le camion et grimpèrent sur la pêche géante comme des fourmis pour s'en donner à cœur joie. La nouvelle s'était vite répandue de rue en rue. Les petits garçons et les petites filles affluèrent de toutes parts pour ne pas manquer le festin. Bientôt, la pêche fut escortée d'1 kilomètre d'enfants, tout le long de la 5e avenue. Spectacle incroyable et fantastique. Quant à James, qui n'avait jamais vu tant d'enfants ensemble, jamais, pas même en rêve, il était heureux comme un roi. Et à la fin de la parade, il ne restait plus rien de la pêche, rien qu'un énorme noyau brun, bien nettoyé par des milliers de petites langues gourmandes et affamées. Un petit dessin du cortège. Là, je crois que c'est la petite fille en robe rouge, là, ici. Et c'est ainsi que se termine chapitre 39. Et c'est ainsi que se termina la journée. Mais nos braves voyageurs devaient en connaître bien d'autres. Dans ce pays nouveau, ils allaient tous vivre heureux et faire fortune.
Les mille pattes fut nommé sous-chef des ventes dans une fabrique de chaussures extrêmement distinguée. Grâce à son teint de rose, le ver de terre fut employé par une agence de publicité qui vantait à la télévision des produits de beauté pour dames. Le ver à soie et l'araignée, après avoir remplacé leurs fils de soie par des fils de nylon, s'étaient associés pour fournir des cordes extra solides aux funambules. Le ver luisant fut promu au poste de flambeau tout en haut de la statue de la Liberté, évitant à une cité reconnaissante de payer chaque année une grosse note d'électricité. Le vieux grillon des champs fut engagé par le plus grand orchestre symphonique de New York. Il eut beaucoup de succès et d'innombrables admirateurs. La coccinelle, qui, toute sa vie, avait été hantée par l'idée de voir ses enfants périr dans les flammes, épousa le chef des sapeurs-pompiers. Ce fut le plus heureux des mariages. Quant à l'énorme noyau, il allait occuper une place d'honneur au milieu du Central Park et devenir un des monuments les plus visités. Mais ce n'était pas tout. Ce noyau était maintenant une vraie maison, une célèbre maison où vivait un petit garçon célèbre, James Henry Trotter. Et si un jour vous passez par là, vous n'avez qu'à frapper à la porte. On vous fera entrer, vous verrez alors la fameuse chambre où James fit la connaissance de ses amis. Et si vous avez un peu de chance, vous y rencontrerez le vieux grillon des champs, installé dans un fauteuil au coin du feu, ou peut-être la coccinelle, venue prendre le thé et bavarder, ou encore le Billpat venu présenter un lot de bottines flambant neuves. Tous les jours de la semaine, les enfants accouraient par milliers pour visiter le merveilleux noyau dans le parc. Et James Henry Trotter, qui autrefois avait été le plus triste et le plus solitaire des petits garçons, avait maintenant pour amis les enfants de la terre entière. Mais comme il le suppliait sans cesse de leur raconter la fabuleuse histoire que fut son voyage à bord de la pêche géante, il commença à se demander ce que ce serait s'il écrivait son histoire pour en faire un livre. C'est ce qu'il fit, et ce livre, vous venez de le lire. Et c'est la fin de l'histoire, qui se termine merveilleuse bien pour notre petit James. Donc j'espère que ce livre vous a plu. J'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que j'ai fait des pauses entre chaque vidéo, plus ou moins longues. Et en tout cas, moi, ce livre m'a beaucoup plu. Je l'ai découvert par hasard. Je connaissais pas du tout l'auteur Roald Dahl. Et franchement, j'aime bien son style d'écriture. Voilà, donc on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau livre. Je sais déjà ce que je vais vous lire. Je pense que ça sera un livre que j'ai acheté lors du Salon des livres. Et bon, je vous donne pas le titre pour le moment, je vous en fais la surprise. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.